Kanji était un enfant solitaire qui a vécu une tragédie bouleversante. Lorsque sa sœur est morte d'un cancer, un jour, il meurt d'épuisement avant d'être transporté dans un autre monde, dans le corps d'un jeune garçon et débloque ses capacités magiques de rang SS. Notre histoire commence lorsque la sœur de Kanji meurt d'un cancer et qu'il fait le serment de trouver un remède contre cette maladie mortelle et commence à travailler pour devenir scientifique. Après 40 ans de dur labeur, il devient un pharmacien reconnu, mais à force de trop travailler, il finit par faire une sieste et se retrouve transporté dans un autre monde. Il ouvre les yeux pour se retrouver dans un monde complètement différent, et remarque une fille nommée Lo devant lui. Elle lui dit qu'il a été frappé par la foudre il y a quelques semaines et qu'il est dans le coma depuis. Il réalise soudain qu'il doit avoir péri dans son sommeil et qu'il a été projeté dans un monde alternatif. Il dit à Lo honnêtement qu'il ne se souvient de rien à propos de lui ou de son passé, alors elle lui apporte un miroir. Il regarde dans le miroir et voit qu'il est maintenant dans un corps différent, celui d'un garçon nommé Pharma, avec une marque en forme d'éclair sur le bras. Lo lui dit que cette marque était le signe du dieu de la médecine, mais Pharman n'a aucune idée de ce dont elle parle et l'ignore. Elle explique que leur famille était pharmacienne royale depuis des générations et qu'ils étaient presque aussi importants qu'ils l'étaient avant de l'emmener dans la salle et lui montrer des photos de ses parents. Elle révèle aussi que sa famille est incroyablement douée en magie également, ce qui excite Pharma et il demande s'il peut aussi faire de la magie. Cela la choque profondément alors qu'elle lui demande s'il ne se souvient pas du tout de la magie. Il secoue la tête et elle lui dit que le principal trait d'un noble est la capacité à pratiquer la magie et sans cela, les gens le considéreront comme un roturier. Elle explique qu'il était autrefois un utilisateur de magie de l'eau et qu'il était très doué. Avant de lui dire d'essayer de se souvenir comment faire de la magie, il retourne dans sa chambre et s'assoit sur le lit, pensant à comment il peut même commencer. Pratiquant, mais pense à la composition chimique de l'eau et après réflexion sur la structure moléculaire, il ressent soudainement quelque chose bouger et de l'eau commence à se former de ses mains. Il se précipite rapidement vers la fenêtre et finit par projeter beaucoup d'eau dans le jardin en essayant de s'arrêter. Il parvient enfin à stopper le flux et est épuisé à la fin. Lo, qui était dans le jardin, s'excite en voyant qu'il se souvient d'utiliser la magie et se précipite à l'étage. À ce moment-là, il essaie de penser à différentes compositions moléculaires et découvre qu'il peut créer des choses complexes s'il connaît leur structure moléculaire. Elle monte à l'étage et lui demande s'il a aussi oublié tout le savoir médical qu'il avait et l'emmène dans une bibliothèque. La bibliothèque était immense avec une vaste collection de livres et elle lui dit que il les avait tous lus tout en se souvenant des mots à la lettre près. Il prend un livre et même s'il ne l'avait jamais vu auparavant, il réalise que tout ce qui est dans le livre est déjà dans son esprit, car certains souvenirs du garçon sont encore avec lui. Après cet après-midi, il va dîner où sa famille semble préoccupée pour son bien-être, à l'exception d'un homme au regard sérieux qui s'avère être son père. Son père était heureux qu'il se sente mieux mais a commencé sans relâche à lui poser des questions médicales pour vérifier si sa mémoire est intacte ou non. Sa mère essaie de dire à son père de se calmer mais Pharma lui dit que ça va et répond correctement. Son père semble satisfait de ses réponses et lui dit qu'il devrait reprendre son entraînement magique dès demain, et Pharma accepte immédiatement. Le lendemain, il descend et rencontre son professeur, qui s'appelle Eileen. Elle semble méfiante à son égard et affirme qu'il ne ressemble pas au Pharma qu'elle connaissait. Elle sait que sa mémoire est floue et lui dit qu'elle est la meilleure élève de son père et sa tutrice à partir de maintenant. Ensuite, elle lui demande s'il se souvient de la magie, ce à quoi il répond que non. Elle lui dit qu'ils vont avoir un cours de révision aujourd'hui et lui explique les choses classiques sur comment il existe quelques éléments, dont le feu, l'eau, l'air, et la terre, et qu'on peut créer plein de nouvelles choses avec. Elle l'emmène au bord de la rivière et lui demande s'il a apporté sa baguette. Il demande si elle parle de celle dans son pantalon, mais elle dit qu'elle n'aime pas les baguettes en dessous de la moyenne, car elle est une adepte de la taille. Après avoir subi une grosse défaite, il se souvient soudain qu'il a vu une baguette dans sa chambre, sur le mur, mais il pensait que c'était une pièce décorative. Elle sort et produit sa propre baguette qui est assez énorme et me fait penser qu'elle vient de Thaïlande, mais ne tirons pas de conclusion hâtive. Elle lui tend sa grande baguette et lui dit de l'utiliser pour produire une magie basique de fontaine d'eau. Il semble confus et dit qu'il ne se souvient pas comment faire, alors elle reprend la baguette de ses mains et s'approche du banc en lui disant de regarder attentivement car elle va lui montrer une fois. Elle se lance simplement et crée une fontaine avec son bâton, ce qui l'impressionne. Il sera très impressionné par moi alors que je crée une série de fontaines sans eau avec mon bâton la nuit. Elle s'approche ensuite de lui et lui tend le bâton en lui disant de le reproduire, sans même expliquer ce qu'elle a fait ni comment. Quoi qu'il en soit, Pharma est une giga-chat et s'approche de la banque, finissant par produire une fontaine assez grande pour rivaliser avec mes fontaines nocturnes, ce qui la choque profondément au point qu'elle tombe. Elle se précipite vers lui pour vérifier s'il va bien et lui dit que chaque personne a une quantité fixe de mana qu'ils peuvent utiliser et elle a peur qu'il ait fini par tout utiliser.
Elle se précipite pour sortir un bâtonnet plus petit de son sac et lui dit de le serrer fermement. Il semble très expérimenté pour tenir des baguettes et il s'avère que c'était une sorte de jauge pour mesurer le mana et la baguette finit par se casser, ce qui la choque totalement. Elle lui dit que cela n'est jamais arrivé dans leur monde et lui retient la manche pour voir le tatouage que Dieu a fini par faire sur son bras et il est à nouveau surpris de le voir briller. Pharma l'ignore mais elle lui dit que ce n'est pas une marque au hasard. C'est le signe de gang du dieu de la médecine. Elle lui dit qu'il ne doit jamais prendre une baguette de mesure de mana devant personne, pas même devant son propre père, et ils finissent par arrêter les leçons pour la journée. En rentrant, ils finissent par s'asseoir sur un banc et, en jouant, il réalise qu'il peut voir si quelqu'un a un problème médical s'il se concentre. Il remarque que le doigt d'Hélène est bleu quand il se concentre et elle révèle que il a raison car elle s'est blessée ce matin. Mais cela la rend encore plus folle car elle recule en disant que c'est la célébrité d'être dotée d'un pouvoir possédé par le dieu de la médecine aussi et lui dit de ne pas la tuer avant de s'enfuir dans les buissons. Quelle pensée folle. Le lendemain, il se réveille et son père l'appelle pour lui faire savoir qu'Hélène a une forte fièvre et a déclaré qu'elle ne pense pas. Elle ne pourra plus lui faire de cours particuliers, ce qui est très étrange. Il lui donne aussi une série de médicaments et une courte note, lui demandant de les lui remettre et de lui transmettre ses salutations. Il se rend au manoir d'Hélène, qui est également incroyablement grand, et attend dans une pièce en se remémorant combien elle avait peur la veille. Soudain, la porte principale du hall s'ouvre et une Hélène terrifiée apparaît, vêtue d'une armure complète. Elle lui demande de ne pas la tuer et reste près de la porte pendant qu'il essaie de la calmer, et montre qu'il n'a même pas sa baguette, la mettant quelque peu à l'aise. Elle enlève son masque, mais reste tout de même prudente et lui demande pourquoi il est ici, tandis qu'il explique que son père l'a envoyé pour lui apporter des médicaments. Elle entre mais s'inquiète à nouveau en pensant que Pharma pourrait avoir empoisonné les médicaments. Il la rassure en disant qu'il n'a rien fait de tel. Il lui remet ensuite une partie des médicaments qu'il a créés avec ses connaissances modernes en science et une pommade à appliquer, ce qui l'inquiète également. Cependant, il lui assure qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal et qu'il veut toujours qu'elle soit sa tutrice. Elle dit qu'il n'a même pas besoin d'apprendre parce qu'il est la réincarnation du dieu de la médecine lui-même, mais il insiste pour qu'elle soit son enseignante. Elle s'incline et dit que si c'est la volonté de Dieu, elle le suivra. Il admet honnêtement qu'il n'a aucune idée de la magie dans ce monde et il ne pense pas être un dieu. Il lui demande son aide car toute la bibliothèque ne contient aucun matériel sur la magie. Il est rempli de livres de médecine. Il lui dit qu'il veut apprendre à exploiter et contrôler ses nouvelles capacités magiques, et elle accepte de lui enseigner. Avant de partir, il lui donne un bouquet de belles fleurs et lui dit que si elle ne devient pas sa tutrice, il reprendra les fleurs. Le lendemain, alors qu'il se promène dans le jardin, il est abordé par Hélène, qui est de nouveau vêtue d'armure mais semble plus détendue. Elle lui dit que sa magie est trop puissante et qu'elle doit prendre des précautions jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il peut gérer cela en toute sécurité. Elle le remercie pour son médicament et mentionne que même les médicaments de son père n'ont jamais agi aussi vite. Son médicament semble plus être un miracle. Elle lui dit aussi qu'elle a décidé de le tutoriser et explique qu'ils vont sur une île abandonnée car si quelque chose tourne mal, cela ne fera de mal à personne. Sur l'île, il passe toute la journée à s'entraîner, à apprendre de nouveaux sorts de magie et à mélanger différents éléments. Elle lui dit qu'il apprend étonnamment vite et qu'il devrait maîtriser ses sorts en un rien de temps avant de retourner sur le continent. Après cela, il s'assoit sur l'escalier, observant ses serviteurs comme un vrai voyeur tout en prenant des notes. Il continue d'utiliser son pouvoir d'œil magique, notant tous les mots de ses serviteurs et ce que ce pouvoir peut et ne peut pas faire. Enfin, après avoir regardé chaque serviteur, il regarde l'eau et découvre qu'elle a également des problèmes de peau sèche sur les mains avec des croûtes qui se forment. Il va dans sa chambre et prépare un médicament pour les mains de l'eau. En utilisant ses connaissances modernes en sciences médicales, il crée une gamme de composés modernes pour fabriquer un excellent médicament moderne. Puis il le donne à l'eau, lui disant que ce médicament devrait guérir ses mains. Elle est ravie et demande si elle peut le partager avec les autres serviteurs et sa mère. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a créé divers médicaments après avoir examiné les symptômes des gens. Il l'accompagne pour les donner à chaque serviteur, et ils sont tous ravis. L'eau explique qu'aucun d'entre eux n'a jamais reçu de médicaments d'un noble auparavant, car il y a une grande différence entre les nobles et les paysans. Les nobles n'ont souvent pas l'habitude de traiter les paysans et même s'ils le faisaient, le coût serait trop élevé. Cette prise de conscience le rend triste et il se promet de rendre la médecine accessible au peuple aussi. Le lendemain, son père l'appelle le matin et il se rend dans la salle à manger où ses parents ont l'air sombres. Ils expliquent que sa sœur Blanc a attrapé la varicelle et que personne n'est autorisé à entrer dans sa chambre pendant 3 semaines. Certains serviteurs sont des exceptions, comme cela s'est produit il y a 4 ans lorsque Pharma avait la varicelle. Après avoir compris la situation, il retourne dans sa chambre. Il commence à réfléchir à la composition chimique des médicaments qu'il doit fabriquer. Il n'est pas sûr de pouvoir créer un médicament aussi complexe. Cependant, après d'innombrables tentatives, il réussit. Il se faufile dans la chambre de sa sœur même s'il n'est pas censé y être.
Blanc est surprise de voir à quelle vitesse elle a été guérie. Le lendemain, il va dans la chambre de sa sœur pendant que son père l'inspecte, impressionné par sa récupération rapide. Le soir, il travaille à développer un microscope simple. Son père l'appelle et lui dit qu'il a été convoqué à la capitale royale pour une visite. Il semble vraiment inquiet et commence à tousser tout en essayant de dissimuler. Pharma suspecte que son père a aussi des problèmes pulmonaires, mais espère que son père a suffisamment de connaissances médicinales pour traiter tout seul. Son père lui dit que cette convocation royale vient directement de la reine et que il ne peut pas encore lui révéler les détails, mais il veut qu'il soit là en tant que son assistant afin qu'il puisse apprendre à gérer ses problèmes et en savoir plus sur les autres nobles. Ils prennent tous les deux une voiture et, après un moment, atteignent la capitale royale, qui semble être animée par une foule de gens. Ils vont directement à l'intérieur du palais, où ils retrouvent un gars aux cheveux longs, qui les salue tous les deux et les emmène à l'intérieur d'une immense salle remplie de gens qui ont l'air inquiets. Son père demande quel est l'état actuel de la reine, à quoi le gars à la queue de cheval répond négativement, mais affirme que son état semble au-delà de la médecine. Il s'approche du lit de la reine et s'incline, après quoi la reine se révèle, ayant l'air d'avoir déjà une jambe dans le cercueil. Son père s'approche de la reine et commence à prendre son pouls avant de demander à Pharma de rapporter son sac, après quoi il lui prend son sang. Il prélève un échantillon et effectue quelques examens magiques. Ensuite, il se dirige vers la fenêtre, où il commence à consulter l'horoscope de la reine, pour décider si elle va vivre ou mourir. Waouh, quel médecin incroyable! Ils observent les étoiles, secouent la tête en réalisant que les astres ne s'alignent pas et discutent entre eux du fait qu'il est impossible de sauver la reine et qu'elle va mourir d'ici demain. Son père s'approche à nouveau de la reine et lui demande de suivre avec certains des produits chimiques de son sac, et Pharma réalise qu'il essaie de faire planer la reine avec du crack pour qu'elle puisse être heureuse une dernière fois avant de mourir. La reine lui demande directement si elle va vivre, et il répond que le médicament est vraiment puissant et que ça devrait fonctionner alors qu'il commence à laisser la reine tirer une grosse bouffée de l'ancien bang. Pharma se retourne alors qu'il commence à entendre les gens de la cour discuter de la façon dont ils vont organiser les funérailles, et il réalise que c'est juste un grand rituel d'euthanasie, et que son père ait essayé d'adoucir le chemin de la reine vers la mort. Pharma se sent mal et commence à penser qu'il devrait faire quelque chose et utilise sa capacité spéciale pour vérifier ce qui cause exactement des problèmes à la reine, et il est capable de découvrir que le problème vient de ses poumons et cela ne pouvait pas être ni un cancer ni une tuberculose. Après avoir soigneusement examiné ses symptômes, il parvient à réduire à SIDA et réalise qu'à cette époque, cette maladie était incurable. Mais avec la médecine du futur, il peut guérir la maladie. Soudain, la porte s'ouvre et un petit concourt dans la pièce en pleurant, puis va vers la reine, lui disant qu'il ne veut pas qu'elle meure, et lui demandant de ne jamais le quitter. Elle a l'air extrêmement triste, et c'est à ce moment-là que Pharma décide qu'il ne peut pas la laisser mourir. Il avance, s'incline devant elle, et lui demande la permission de traiter son maladie avec un nouveau médicament qu'il a développé. Tout le personnel de la cour pousse immédiatement un cri d'étonnement, car son propre père passe à côté de lui et lui demande ce qu'il raconte. Pharma affirme toujours qu'il peut soigner la reine, ce à quoi son père le gronde pour qu'il ne le fasse pas parler s'il ne sait pas avec quoi il a affaire, mais la reine l'arrête, lui disant qu'elle laissera Pharma essayer ce qu'il veut, car il est le seul qui ne cherche pas à la rendre ivre. Il la remercie et se précipite hors du tribunal, se refermant dans une pièce, et bloque la porte avec sa magie de glace. Il commence à sortir ses affaires de son sac lorsque son père arrive et commence à frapper contre la porte, lui ordonnant de l'ouvrir sur le champ, mais il essaie de se concentrer et commence à penser aux composés dont il aura besoin pour créer le médicament. Ce serait une tâche très compliquée, alors il dessine la nature chimique du composé avant de l'imaginer et de le synthétiser. Avant qu'il ne puisse faire cela, cependant, son père franchit la porte avec sa propre magie, et lui dit d'arrêter cette folie. Il dit à Pharma que la maladie est incurable, et qu'il va simplement créer plus de problèmes et de douleurs pour la reine. Pharma répond que la maladie n'est pas incurable, et que son père est juste aussi stupide qu'il croit en l'astrologie, comme n'importe quelle autre fille stupide que je connais. Il se retourne alors et commence à synthétiser son médicament, mais son père s'offense de son aversion pour l'astrologie, tout comme n'importe quelle autre fille stupide, et lui dit que c'est aussi une science réelle, avant de lui tirer un blast de glace. Pharma se retourne et à ce moment-là, son père a déjà sa baguette levée, tout comme moi chaque matin, et lui demande de répondre à quel genre de médicament miracle il fait référence, sans savoir que la médecine n'est que du poison. Pharma dit à son père de ranger sa baguette dressée, mais tout comme mon oncle Creepy, il refuse et lui tire encore plus de blasts de glace. Pharma se retourne et utilise rapidement une barrière magique pour bloquer l'attaque, ce qui choque profondément son père avant d'ériger un mur de glace géant devant lui. Son père est abasourdi car personne ne peut utiliser la magie sans baguette ni incantation, et il demande à Pharma qui il est vraiment, car il n'est pas son fils. Pharma ne sait pas comment expliquer à son père de la vieille école le concept d'ISKACE. Mais son père finit par trouver son journal rempli de textes du Kama Sutra.
Il demande à Pharma d'où il tient ses connaissances, et il répond que lorsqu'il était dans le coma, il a fait un rêve et soudain il savait tout sur la médecine et le Kama Sutra. Son père demande s'il s'agissait d'une révélation du dieu de la médecine. Mais Pharma répond honnêtement qu'il n'en a aucune idée. Son père lui dit que s'il a vraiment reçu une révélation du dieu lui-même, alors il n'y a rien qu'il puisse faire, il remet sa baguette dans son fourreau. Contrairement à mon oncle Creepy. Pharma montre aussi un certain respect et évapore tout le mur, choquant son père une fois de plus car il pensait que l'élément de Pharma était l'eau. Il commence à synthétiser le médicament à nouveau et une fois terminé, il le rapporte au tribunal en portant un masque facial. Il s'approche de la reine et lui dit qu'il a terminé le médicament. Que la maladie dont elle souffre s'appelle le sida, causé par le fait que la reine soit un animal déviant, et que le traitement sera de longue durée, car elle devra prendre le médicament tous les jours pendant au moins 6 mois. Avant de lui donner le médicament cependant, il s'approche et lui montre les bactéries dans son sang à travers un microscope artisanal puissant et explique tout le concept de bactéries et d'autres agents pathogènes pour elle. Il boit alors l'un des gobelets pour montrer qu'il n'essaie pas de la poisonner, et la reine boit elle-même le gobelet d'avoine. Tous les nobles se rassemblent pour regarder le microscope et sont émerveillés par ce qu'ils voient, lui demandant quel genre de magie c'est. Il retourne ensuite à son manoir avec son père et lui donne une bouteille d'alcool et un peu de crack aussi, lui disant de s'amuser avec le Kama Sutra. Cela fait maintenant 3 mois depuis leur visite à la reine de ce royaume, dans la pharmacie, et son père a élaboré une routine pour comparer leurs notes du Kama Sutra. Chaque matin et déterminer s'ils veulent essayer quelque chose de nouveau. Il est surpris par la connaissance des différentes positions que Pharma possède et ne peut que la considérer comme une bénédiction des dieux. Son père lui dit aussi qu'il a récemment été approché par des personnes d'une école de médecine, qui voulaient lui révéler la méthode pour fabriquer ces drogues. Mais Pharma refuse immédiatement, en disant que, pour l'instant, lui seul peut fabriquer la méthamphétamine bleue. Son père lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il a dit aux gens du collège médical qu'il ne pourrait jamais créer ces médicaments, et il veut monopoliser le marché en vendant ces médicaments et en étant le seul producteur. Pharma regarde son père et lui dit que ses véritables intentions sont de révéler la recette de ce médicament au public afin que le remède contre le sida puisse être fabriqué dans chaque pharmacie, mais le problème est qu'il utilise ses capacités spéciales pour créer ces médicaments. Son père devient sérieux, cependant, et lui dit qu'il est maintenant aux yeux de nombreuses personnes, non seulement du secteur pharmaceutique, mais aussi des sectes qui détestent la reine et qui devraient être très prudentes à l'avenir. Il dit à Pharma qu'il soupçonne que quelqu'un a intentionnellement facilité l'apparition du sida à l'intérieur du palais royal, ce qui signifie que la reine a eu des relations avec un ennemi, ce qui est très harem. Pharma, cependant, lui dit que le sida n'a pas de symptômes évidents au début, et que celui qui lui a transmis la maladie ignore probablement lui-même qu'il en est porteur. Son père est surpris par cette anecdote et lui demande si Dieu lui-même lui a donné une leçon sur le sida, mais Pharma répond simplement qu'il utilise les connaissances du Kama Sutra en pratique, contrairement à son père perdant, avant de partir, en disant qu'il va baiser la reine et qu'il reviendra plus tard. Il visite le palais et, en attendant devant la porte des appartements de la reine, il est abordé par un jeune homme qui est l'assistant de l'avortement raté de la reine, et il lui demande si Pharma souhaite quelque chose de la reine. Pharma semble confus, mais le jeune homme lui dit qu'il a fini par guérir la maladie de la reine, donc évidemment elle va lui donner une récompense, mais Pharma dit qu'il n'a rien prévu. Et si on parle de sa passion, alors il ne voudrait que ouvrir une pharmacie et vendre autant de crack qu'il veut aux gens. La porte s'ouvre, et il entre dans la pièce pour faire son contrôle habituel sur la reine. Il note tous les nouveaux symptômes et ajuste sa dose avant de lui dire que sa récupération semble bien avancée, et dans quelques mois, elle devrait être parfaitement rétablie. La reine rit et lui dit qu'elle a hâte de redevenir folle. Mais Pharma clame la calme en lui disant qu'elle doit s'abstenir pendant au moins quelques mois, sinon la maladie pourrait finir par reculer de son stade final. La reine semble surprise par cette information, mais promet qu'elle essaiera de se contrôler autant que possible. La reine commence à lui dire que depuis qu'elle a été infectée par le sida, son statut social a énormément chuté, et plus personne ne la respecte. Pharma dit que c'est ce qui arrive quand on est facile, mais la consolant en disant que peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, elle sera toujours nécessaire pour son fils, qui la respectera toujours. C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu. Il dit aussi que beaucoup de fans inconditionnels l'admirent, et continueront de l'adorer jusqu'au jour où elle mourra. Cela rend cette mégère à la recherche d'attention très heureuse, et elle met de côté Pharma pour l'instant afin de se masturber en paix. Le lendemain, lui et son père sont appelés à la cour royale, et ils sont tous les deux totalement flamboyants. Ils entrent dans la cour pour la voir remplie d'une immense foule de nobles, tandis que la reine est assise sur son trône. Elle appelle le père de Pharma devant elle et commence à dire des absurdités, le remerciant de l'avoir aidé dans son état de détresse, puis appelle Pharma.
de la foule, qui semble très surpris. Il s'avance timidement vers la reine, et elle pose son bâton sur ses épaules. Et le félicite pour son excellent service et pour lui avoir sauvé la vie, avant de lui donner un insigne et le nommant pharmacien royal, tout comme son père. Elle lui dit alors qu'elle lui donne la permission personnelle d'ouvrir une pharmacie, dans la ville royale, où il veut, quand il veut. Sur un terrain de son choix, en le ravissant avec cette nouvelle. Le lendemain, plusieurs personnes arrivent chez lui pour demander une audience, et lorsqu'il les rencontre, elles expliquent qu'elles sont les charpentiers, constructeurs et maçons royaux, que la reine a personnellement désignés pour s'assurer que la pharmacie soit construite aussi rapidement que possible, et aussi joliment que possible. Pharma répond en disant qu'il n'a pas vraiment de précision sur comment, quand et où il veut sa pharmacie, et qu'il aurait besoin de temps pour décider. Mais les ouvriers expliquent qu'ils ne peuvent pas permettre cela, car s'ils retournent au palais sans faire la pharmacie, la reine aura leur tête sur une pique. Avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit, Hélène entre dans la pièce avec sa personnalité vivante, et lui dit que son père lui a ordonné de l'aider à créer la pharmacie. Pharma répond qu'il veut se promener, et voir d'autres pharmacies pour se faire une idée de ce qu'il veut, et de ce qui est nécessaire, mais les ouvriers lui disent immédiatement qu'ils ne peuvent pas laisser cela arriver, car la reine s'assurera littéralement que toute leur famille ne revoit jamais la lumière du jour. Après avoir réfléchi un moment, Pharma décide enfin de ce qu'il veut, et prend un crayon et une feuille avant de commencer à dessiner un plan incroyablement précis de la pharmacie de ses rêves. Un certain temps passe, et la construction avance plutôt bien, et maintenant, l'entrepreneur lui demande s'il voudrait nommer sa pharmacie dès maintenant. Il y réfléchit un moment, avant de choisir le nom de pharmacie du monde parallèle. Il s'approche d'Hélène et lui demande si ce nom ne serait pas trop tape à l'œil, car il souhaite que ce soit une affaire très discrète, et il ne veut pas de presse indésirable. Mais elle répond que le fils d'un noble aristocrate qui ouvre une boutique médicale est une nouvelle révolutionnaire, et qu'il va forcément attirer la presse, qu'il le veuille ou non. Avant qu'il puisse continuer à parler, un gros bonhomme s'approche d'eux, affirmant que il pensait que ce n'était qu'une rumeur, en regardant leur boutique. Il regarde Pharma et lui dit d'aller chercher le propriétaire de la boutique, et Pharma lui dit qu'il possède sa mère chaque nuit, avant de prétendre être le propriétaire du magasin. Fatih affirme qu'il vient d'une guilde de médecine, et lui demande s'il veut vendre des sucettes pour enfants ou des bonbons durs, parce que, évidemment il n'est pas assez vieux pour faire autre chose. Pharma répond en disant que la mère de Fatih aime beaucoup sa sucette, et qu'elle est sa seule cliente. Pour les autres, il va vendre de vrais médicaments pharmaceutiques. Il demande à Fatih s'il doit s'inscrire à sa guilde pour ouvrir son magasin. Mais le gros blob répond que leur guilde n'accepte pas les inscriptions de nobles, mais que s'il le supplie pour avoir une chance, il pourrait le laisser rejoindre. Pharma, cependant, rejette son offre, disant qu'il veut travailler seul, et croit qu'il peut faire un meilleur travail que toute la guilde de Fatih, en vendant de meilleurs médicaments à des prix plus bas. Cela met en colère Fatih, qui lui dit qu'il est impossible qu'il fasse cela. Mais Hélène met fin à cela en disant à Fatih de se retirer avant qu'elle ne perde son l'esprit et en fait un pot-au-feu avec lui, ce qui effraie tellement Fatih qu'il s'enfuit simplement. Pharma entre dans son magasin et fait quelques inspections finales des outils qu'il possède et dit à Hélène qu'ils auront besoin de quelqu'un pour faire les comptes et gérer l'argent. À quel moment Lo lui dit de la considérer, car elle sait lire, écrire et aime faire des mathématiques. Quel monstre! Pharma, cependant, ne veut pas lui donner sa chance, car il est un total misogyne. Lui dit qu'il va faire d'elle sa fille à tout faire parce qu'évidemment, en tant que fille, elle ne peut pas gérer des choses comme l'argent, ce qui est totalement au-delà de ses capacités. Le simple d'esprit Lo acquiesce rapidement et s'en va. Il se tourne alors à nouveau vers Hélène et lui dit qu'ils devront trouver quelqu'un de fiable qui pourra gérer leur compte à la perfection. Ce soir-là, il rentre dans son manoir et trouve tous les serviteurs. Sa sœur et Lo dans le couloir en larmes, ce qui le confond. Il entre et demande ce qui se passe, à quoi une personne nommée Cédric répond, le remerciant pour sa générosité pendant toutes ces années et expliquant qu'il prend sa retraite en tant que comptable de la famille Pharma à partir d'aujourd'hui et qu'il vivra probablement sa vie paisiblement autour de quelques fermes, ce qui a ému toutes ces personnes. Il affirme avoir de très mauvais genoux et, en tenant compte de cela, le père de Pharma a décidé de le licencier. Pharma demande de nouveau s'il voudrait encore travailler s'il avait de meilleurs genoux et Cédric hoche la tête en disant qu'il aime gérer les comptes. Après avoir entendu cela, il s'enfuit et entre dans la chambre de son père, lui demandant la permission d'employer Cédric comme comptable pour sa pharmacie. Son père lui dit qu'il a renvoyé Cédric pour que Pharma puisse l'embaucher et ordonne à un de ses serviteurs d'apporter un coffre géant, qu'il offre à Pharma en cadeau pour l'ouverture de sa boutique. Pharma ouvre le coffre et est choqué de le voir rempli de pièces d'or. Je déteste ces enfants de riches. Il dit à Pharma d'utiliser cet argent avec prudence et de veiller à porter sa pharmacie vers de nouveaux sommets, ce qui n'est pas très difficile, quand on a de l'argent illimité, pour être honnête. Cela fait 1 mois que la pharmacie a ouvert, mais étonnamment, il
reçoit rarement un client en quelques semaines, et l'entreprise est catastrophique. Ce qui a commencé à faire perdre confiance à Pharma en lui-même. Cependant, Hélène le rassure en lui disant que c'était inévitable, car les gens du commun ont généralement l'habitude de consulter les pharmaciens et les médecins qui sont de leur classe, et qu'ils ont l'habitude de le faire depuis longtemps, alors que les nobles et les aristocrates se contentent simplement de faire venir un pharmacien à domicile pour se débarrasser de toute maladie. Il pousse un grand soupir, ne comprenant pas pourquoi les gens ne voudraient pas essayer la nouvelle pharmacie au moins une fois. Mais à ce moment-là, Lo entre dans la pièce avec une pile de papier à la main, et affirme qu'elle a parcouru toute la ville et réalisé une enquête auprès des habitants sur leur perception de la nouvelle pharmacie, et elle a enfin les résultats. Elle commence à énumérer les problèmes que les gens ont mentionnés, le premier étant qu'il y a un sceau impérial sur la porte, ce qui signifie que cette pharmacie ne rende compte à personne sauf à la reine, ce qui est généralement réservé aux nobles de très haut rang. Le deuxième problème est la présence de gardes à l'air effrayant postés devant la pharmacie, qui sont importants pour protéger la devanture du magasin mais qui font fuir les gens ordinaires à cause de leur attitude froide. Que veulent ces gens? Dire aux teubis de garder le magasin. Le problème suivant est qu'ils ne savent pas quoi porter dans un magasin aussi chic. Ce qui est la chose la plus petite bourgeoise que j'ai entendue depuis un moment. Le suivant, c'est qu'ils ont peur de utiliser les mauvaises étiquettes devant un noble. Le problème suivant étant que les gens supposent simplement que les prix des médicaments vont être très élevés, même s'ils sont moins chers que la concurrence. Et le dernier problème étant qu'ils ne font pas confiance aux propriétaires enfants, ce qui est tout à fait compréhensible. Ils décident de réfléchir à ces problèmes plus tard et, heureusement, ce jour-là, un client arrive, qui s'avère être un vieux marin qui veut des pilules pour réduire la nausée. Il prend les pilules, boit un peu d'eau et commence à partir en promettant de revenir en tant que client. Quand Pharma l'arrête et lui donne des comprimés de vitamine C en affirmant que les marins sont très sujets à la gonorrhée et que cette pilule les aidera à se défendre contre ce problème. Le vieil homme semble cependant surpris et refuse la pilule avant de prétexter que quelqu'un l'attend dehors. Pharma finit par le suivre et découvre que le vieil homme parle d'une voix très basse à deux autres hommes en costume, mais avant qu'il puisse enquêter davantage, il est intercepté par sa mère et son père qui portent un masque que j'ai vu très souvent sur un certain site web. Il les emmène tous les deux à l'intérieur du magasin et leur dit de garder leur fétiche à l'intérieur de leur chambre, mais son père lui dit simplement de se taire et lui demande de leur faire visiter le magasin. Pharma les emmène aux différents étages du magasin, montrant d'abord le rez-de-chaussée, où il va vendre ses médicaments. La deuxième zone est la salle où les patients peuvent se reposer et il dispose même de cellules d'isolement pour des personnes dérangées comme moi. Après cela, il leur montre la salle de bain et la cuisine avant de les emmener dans son laboratoire personnel où il développe de nouvelles méthodes pour créer de la crack. Une fois la visite terminée, il s'assoit sur le canapé et il explique que le trafic de clients est assez faible, et la mère lui suggère de commencer à créer des cosmétiques pour la peau, et de les vendre aux nobles et aux aristocrates, ce qui augmentera sa popularité auprès des nobles comme des gens du commun. Il remercie sa mère, car c'est vraiment la meilleure idée qu'elle ait eue jusqu'à présent. Mais son père devient le rabat-joie et lui dit de ne pas produire la poudre blanche. Pharma semble confus, mais son père révèle qu'il a remarqué que les femmes qui utilisent cette poudre blanche sur leur peau pour paraître plus claires finissent par contracter plus de maladies que celles qui ne consomment pas cette poudre. En dehors de cela, l'espérance de vie semble aussi diminuer si l'on utilise cette poudre. Il réalise soudain que son père parle des métaux lourds qui, auparavant, étaient présents dans les produits de beauté, mais qui sont interdits dans le monde moderne. Il promet à son père qu'il fera de meilleurs produits, mais avant qu'il puisse parler davantage, un jeune homme entre dans la pièce, visiblement terrifié, et demande à Pharma s'il est le pharmacien ici, car sa maîtresse s'est effondrée à l'intérieur de la voiture. Pharma se précipite immédiatement derrière lui et atteint la voiture pour trouver une jeune noble qui a l'air très faible et pâle. Il utilise immédiatement son œil curieux pour découvrir quel est le problème avec elle, seulement pour découvrir que son corps semble en bon état, à part quelques marques de coupure sur sa main. Soudain, il réalise que cette fille doit avoir suivi la procédure médicale de saignées qui sont faites pour essayer d'obtenir un teint plus pâle et plus clair. Il la ramène immédiatement à sa pharmacie et lui donne un médicament contre l'anémie. Elle reprend des forces et révèle qu'elle a commencé à faire cela parce que son béguin l'avait finalement rejetée pour une fille au teint plus clair. Quel raciste intolérant. Après avoir été rejetée, elle a suivi la voie d'une imbécile en essayant des moyens pour récupérer. Au lieu d'aller à la salle de sport et devenir une bête de muscles, il lui dit qu'elle ne devrait pas faire de telles choses car même lorsqu'elles sont pratiquées par les médecins, c'est très dangereux, et lui dit de revenir la semaine suivante, car il aura de nouveaux produits cosmétiques pour elle. Après une semaine, elle revient et il lui donne une nouvelle poudre sans métaux lourds et un fond de teint qu'il a créé, qu'elle adore immédiatement. Cela, combiné à la publicité faite par Lot, a fini par attirer l'attention de nombreux
Clients qui ont commencé à venir en magasin pour acheter différents produits, en réalisant que les prix sont aussi abordables. Après un certain temps, la fille revient encore avec tout un groupe de ses amis, mais cette fois, toutes les cosmétiques ont déjà été vendus, ce qui est vraiment dommage. Ils sont tous les deux assis dans une pièce et elle propose d'investir dans son entreprise et d'ouvrir une filiale de sa société qui ne s'occuperait que de cosmétiques. Il accepte cela car son comptable lui donne le feu vert. Au bout d'un moment, une autre boutique a été créée à côté d'un laboratoire où les cosmétiques sont testés et fabriqués. La femme a même recruté plusieurs pharmaciennes de confiance spécialisées dans les cosmétiques qui travailleraient sous pharma, et d'augmenter l'offre de ces produits. La nouvelle poudre de beauté dont il est question parvient également aux oreilles de la reine qui appelle Pharma pour lui demander des nouvelles de ses affaires, et lui donne un gloss à lèvres, ce qui est une nouveauté ici. Elle l'applique sur ses lèvres et est immédiatement séduite par la beauté que cela lui donne. Mais Pharma lui dit de faire attention, car elle ne veut pas devenir trop folle ni attraper une maladie à nouveau. Elle lui dit qu'à partir de maintenant, elle veut être la première à obtenir des cosmétiques et lui dit également d'augmenter les prix de ses produits sinon les hommes d'affaires locaux seront écrasés, ce qu'il accepte de faire. Un certain temps s'est écoulé et Pharma accompagne son père dans un voyage à travers la mer pour rencontrer un seigneur nommé Adam qui a autrefois traité la reine et a reçu le titre de seigneur en retour et qui, à présent, possède le plus grand port et les plus grandes productions médicinales de tout le royaume, ce qui le rend extrêmement riche. En parlant avec son père, Adam mentionne qu'ils ont des difficultés à gérer une des entreprises qui essaie sans cesse de trouver des moyens d'éviter d'être imposée. Son père le regarde calmement et affirme qu'il devrait essayer de parler autant que possible, et organise une rencontre avec lui pour traiter ce problème alors qu'il en est encore à ses débuts. Soudain, il se tourne vers Pharma et lui dit qu'il devrait sortir jouer plus tôt que de se lancer dans des conversations d'adultes inutiles. Pharma se rend compte qu'il doit se comporter davantage comme un enfant et commence à babiller comme un idiot en disant qu'il nagera dans la mer avant de s'enfuir. Il descend vers la plage quand il aperçoit l'eau et sa petite sœur construisant des châteaux de sable. Les deux filles lui font un signe de la main, puis sa sœur commence à lui demander de la laisser jouer dans l'eau, mais il lui dit qu'elle ne sait pas nager, et lui non plus. Mais Blonde lui attrape immédiatement le bras et commence à supplier qu'il la laisse jouer dans l'eau, tandis que l'eau fait de même. Il se retrouve dans une situation très difficile alors que les deux filles le supplient toutes les deux de les laisser jouer dans l'eau et lui promettent qu'elles resteront toujours près du bord. Il finit par accepter de leur laisser tremper les pieds de l'eau mais leur dit de ne pas se mouiller. Il se retourne et voit qu'Hélène est apparue de nulle part comme un topiqueur et boit du vin avant de lui dire qu'elle va aussi faire un plongeon et invite même Pharma à l'aider à se mouiller. Pharma décline poliment l'invitation, ce qui pousse Hélène à lui demander s'il ne sait pas nager avant de s'avancer dans l'océan. Il s'assoit et se rappelle qu'il était un très bon nageur dans une vie antérieure. Et a un flashback de sa sœur qui le suppliait de la laisser jouer avec lui dans l'eau, mais parce qu'elle était trop jeune. Il lui disait toujours qu'elle ne pouvait pas aller dans l'eau pour le moment, mais lui promettait qu'il l'emmènerait dans l'océan et jouerait avec elle une fois qu'elle aurait 5 ans, mais ce moment n'est jamais arrivé, car une tragédie a frappé et elle a été enlevée à ce monde, avant même qu'elle n'ait 5 ans et qu'elle ait eu la chance de profiter des belles vagues de l'océan. Il revient à la réalité et essuie rapidement ses larmes, mais il reste pensif lorsqu'il entend une voix forte et lève les yeux pour voir Blonde s'éloigner dans l'eau pendant que l'eau crie à l'aide comme un vrai perdant. Blonde ne parvient pas à nager vers la côte et Pharma court immédiatement vers l'océan avant de sauter dedans, tandis qu'Hélène lui dit de s'arrêter car il pourrait être en danger aussi, mais il s'en fiche et suit Blonde pendant que Hélène ne peut pas suivre le courant sauvage. Il continue à nager, seulement pour réaliser qu'une énorme vague l'attaque, ce qui la tire sous l'eau, alors il plonge rapidement aussi, nageant vers sa sœur inconsciente tout en se rappelant de sa vraie sœur, avant de jurer qu'elle ne laissera pas Blonde se faire mal. Il se rend compte qu'il ne peut pas l'atteindre à temps et crie désespérément ce qui active soudainement son tatouage de signe de gang et une immense lumière est émise avant que l'eau de toute la zone ne disparaisse dans les airs, laissant Blonde au fond de la mer. Tandis que Pharma regarde, stupéfait, les poissons danser en cherchant de l'eau. Hélène se relève, confuse, et regarde autour d'elle pour voir Pharma imiter au mieux Moïse en maintenant la colonne d'eau pour qu'elle ne tombe pas sur eux tout en tenant Blonde dans un bras. Il parvient à les sortir de cette situation et sur la plage, Blonde pleure dans ses bras, effrayée, tandis qu'Hélène reste là, complètement sous le choc. Pharma console Blonde et vérifie si elle a subi des blessures, mais il est soulagé de la voir en sécurité. Hélène, quant à elle, ne parvient pas à comprendre ce qui vient de se passer et demande ce qu'il fait. Pharma répond honnêtement qu'il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, et que cela pourrait être l'une de ses capacités de magie aquatique, mais Hélène réplique que non, une telle magie n'existe pas. Pharma est choqué d'entendre cela et remarque même que l'eau semble avoir peur de lui. En ce moment, il est juste heureux d'avoir pu sauver sa sœur d'une mort imminente. Dans cette vie, du moins, et il la serre fort dans ses bras.
Plus tard dans la nuit, il s'assoit sur son lit et réfléchit à la façon dont il a simplement retiré toute l'eau de la zone environnante, sans même penser à la façon dont leur corps est également composé d'eau et qu'une petite erreur aurait pu leur coûter la vie. Lo le met au lit et commence à sortir de la chambre, mais Pharma l'arrête et s'excuse avant de lui dire qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il n'utilisera plus cette magie. Lo semble être confuse lorsque Pharma remarque qu'il sait qu'elle avait peur quand il a utilisé cette magie, mais elle lui dit immédiatement qu'elle n'avait pas peur de lui. Au contraire, elle était émerveillée par sa maîtrise magique et était immensément impressionnée par sa rapidité d'esprit et sa prise de décision qui a sauvé la vie de Blonde. Elle pleure le fait que pendant que Blonde se noyait, elle était incapable de bouger d'un pouce et restait là, figée. Pharma lui dit qu'elle a fait le bon choix en ne plongeant pas, car elle ne sait pas nager non plus, et lui dit qu'elle est tout aussi importante pour lui que sa sœur. Lo ne pouvait contenir sa joie et le remercie de tout son cœur avant de sortir pour la nuit. Le lendemain matin, ils ouvrent leur boutique à une horde de personnes qui s'étaient rassemblées devant. Pharma est choqué de voir tant de gens car ils n'ont pas la moitié de clients un jour normal. Il pense que cela pourrait être parce qu'ils étaient fermés le week-end à cause de leur voyage à la plage, mais Hélène affirme que c'est juste parce que le médicament de Pharma est excellent. En regardant autour, Pharma remarque une paire d'hommes en robe blanche, qui le regardent comme s'il était une putain. Il s'approche d'eux et demande s'il peut les aider, mais ils n'ont aucun intérêt à répondre et s'éloignent immédiatement. Plus tard dans la journée, il s'assoit pour prendre du thé et Pharma commence à parler des gars en robe blanche, et Hélène affirme qu'elle a même essayé d'aider, mais il semblait seulement avoir un œil pour Pharma, et Lo lui dit qu'elle a demandé si elle pouvait. Ils ont essayé de les aider à trouver quelque chose mais ils n'ont même pas répondu. Hélène dit à Pharma que leur robe ne ressemblait pas à celle de cette région car elle connaît toutes les guildes de leur secteur, ce qui rend leur but encore plus suspect. Lo est légèrement effrayé et demande s'il devrait contacter les gardes, ce à quoi Pharma acquiesce. Le lendemain matin, alors que les gardes déverrouillaient les portes de la pharmacie, ils ont vu une calèche arriver vers eux au galop. Il essaie d'arrêter le cheval mais il se débat simplement à travers la porte d'entrée, détruisant tout sur son passage. Après cela, le garde se rend au manoir de Pharma où il explique les événements à son père, qui est furieux. Il demande au garde ce qu'il foutait, mais celui-ci s'excuse simplement, en affirmant qu'il n'a même pas eu le temps de réagir. Pharma réalise que c'est un coup vraiment audacieux de l'ennemi, tandis que son père affirme qu'il punira lui-même le coupable. Son conseiller demande pourquoi quelqu'un commettrait un tel acte et son père répond que les ennemis veulent fermer la boutique de Pharma car ils le considèrent comme un étranger vendant des médicaments révolutionnaires à des prix très bas. Il dit aux gardes d'être prêts car il s'attend à plus de problèmes tout en leur disant qu'il écrira lui-même à la reine à ce sujet. Pharma dit à son père qu'il va partir vérifier la pharmacie aussi, mais son père l'arrête et lui demande s'il a des suspects en tête. Il sait que cela pourrait être l'œuvre de la pharmacie, la guilde ainsi que les personnes en robe blanche, mais pour en être sûr, il lui dit qu'il a besoin de temps pour rassembler plus d'informations. Pharma court à la pharmacie, mais elle est complètement détruite, alors que des hommes essaient de se débarrasser des décombres et des débris. Pharma demande des nouvelles de la situation, et l'un de ses employés lui montre que la boutique est complètement détruite. Avant que Pharma ne puisse entrer, l'homme rapidement utilise la magie de purification pour éliminer l'odeur. Pharma vérifie la boutique et découvre que la salle des médicaments est intacte, ce qui signifie qu'il peut fabriquer plus de produits s'il le souhaite, tandis que l'homme lui dit qu'Hélène et Lo ont tous deux pris autant de médicaments qu'ils pouvaient jusqu'au manoir, afin que les personnes qui en ont un besoin urgent puissent en bénéficier. Alors que Pharma sort de la boutique, il trouve Jean, le vieil homme qui l'avait aidé autrefois, avec un groupe de jeunes hommes forts, qui lui dit qu'il est là pour aider. Tous les autres habitants locaux semblent adorer Pharma et lui disent combien ils sont tristes pour lui, mais affirment qu'ils l'aideront à réinstaller la boutique. Ils commencent tous à nettoyer l'endroit pendant que Pharma regarde avec admiration quand soudain une femme court à l'intérieur et commence à demander un médecin. Pharma s'approche immédiatement d'elle et elle commence à pleurer en expliquant que son père est soudainement tombé par terre à cause de la chaleur et ne se relève pas. Il monte immédiatement sur un cheval avec la fille et commence à galoper pendant qu'elle lui indique le chemin vers son père malade. Il continue à monter en pensant à toutes les raisons possibles de la maladie de son père, et s'inquiète de savoir s'il a acheté suffisamment des médicaments quand la fille lui dit de passer la colline. Cela soulève quelques drapeaux rouges pour lui car il ne sait pas pourquoi son père serait dans un endroit aussi isolé. Il marche à travers les prairies, mais quand il se retourne pour lui poser une question, elle disparaît de la zone et à la place, il se retrouve entouré par une bande d'hommes en capuchon blanc à cheval. Un homme lève une baguette vers lui et lui demande de répondre honnêtement s'il était celui qui a supprimé une partie de l'océan près de la plage. Pharma se tient là, choqué, tandis que l'homme prétend qu'il est un enquêteur du royaume royal et exige une réponse. Il a soudain un flashback où Hélène lui enseigne le temple qui est l'organisation sacrée de ce monde. Selon elle, le temple détient le plus grand pouvoir car ce sont eux qui confèrent aux nobles leur statut de noblesse en évaluant leur force magique.
Elle lui dit que le temple est presque aussi puissant que la reine elle-même est dans l'heure. Les yeux des archiducs et autres nobles ne sont rien. Ensuite, elle a expliqué en détail les enquêteurs du temple qui sont connus pour être impitoyables lorsqu'ils découvrent un hérétique ou quelqu'un qui ne croit pas en leur cause. Ils sont connus pour effacer la personne de l'existence, en utilisant leurs capacités magiques extraordinaires. Il revient à la réalité où le leader du groupe se présente comme Sal et lui demande directement pourquoi il n'a pas d'ombre. Sal l'appelle idiot, car il est littéralement sorti en plein jour. En plein jour quand son ombre n'est pas du tout visible. Il crie Pharma et affirme qu'il n'est pas un garçon humain mais un esprit maléfique sans ombre. Pharma crie qu'il n'est pas un esprit maléfique ou un fantôme mais l'un des hommes. Interrompt et lui demande ce qu'il est exactement. Pharma répond honnêtement que, autant qu'il sache, il est un être humain mais Sal n'est pas du tout d'humeur à entendre quoi que ce soit et affirme qu'ils n'ont pas besoin de justification. Sal lui dit de garder les mains en l'air et de reculer de 10 pas et parce que Pharma ne veut pas aggraver la situation, il suit puis recule. Après cela, Sal utilise immédiatement sa magie pour l'emprisonner en créant un dôme magique. À leur grande surprise, le dôme se brise complètement, ce qui les effraie et ils commencent à courir autour de lui pendant que l'un d'eux utilise sa magie de flamme pour attaquer Pharma. Il crée immédiatement un bouclier de feu autour de lui puis utilise simplement sa magie pour retirer l'oxygène de la zone environnante, ce qui arrête les flammes. Les enquêteurs pensent que Pharma possède une magie de feu, alors un autre utilise une magie de glace contre Pharma, mais il lance immédiatement un autre bouclier qui annule la glace. De la magie aussi, ce qui les sidère littéralement car ils n'ont jamais vu quelqu'un avec plusieurs attributs qui peut aussi utiliser la magie sans baguette. Les enquêteurs perdent la tête et Sal leur dit de oublier de le capturer vivant et de simplement viser à le tuer. Cela effraie Pharma tandis que les hommes l'attaquent simultanément avec de la terre, du vent, de l'eau et de la magie du feu. Toutes les attaques se lient ensemble et explosent sur Pharma tandis que les enquêteurs attendent que la poussière retombe, pour le voir complètement recouvert d'une cage de glace où il décide que c'en est assez et est contraint d'utiliser sa magie offensive. Il lance un énorme flash qui déroute Sal de sa trajectoire et pendant que ses acolytes essaient de l'aider à se relever, il remarque que Pharma s'approche d'eux en lévitant l'iceberg qui a coulé le Titanic au-dessus de lui. Il leur dit qu'il peut facilement se débarrasser d'eux en une seule attaque mais qu'il est né dans ce monde pour guérir les gens et non pour faire du mal. Son corps lumineux choque Sal jusqu'au plus profond de lui, qui finit par apercevoir le tatouage de gang sur ses bras et dit à ses acolytes qu'il s'est trompé. Et ce garçon n'est pas un humain, mais le dieu de la médecine lui-même. Cela choque Pharma qui essaie de leur dire qu'il n'y a rien de tel, mais ils tous s'inclinent et Sal affirme qu'il a été puni pour avoir levé sa baguette contre le dieu lui-même, et Pharma remarque que, en tombant de sa trajectoire, la jambe de Sal s'est fracturée et il saigne. Sal commence un mélodrame et dit à tout le monde qu'il va mourir de cette blessure bientôt, et implore le pardon de Pharma avant de sortir un petit poignard de sa poche et de le mettre sur sa gorge. Heureusement, Pharma parvient à arrêter le couteau juste avant qu'il n'atteigne la gorge de Sal et utilise sa magie pour le faire disparaître également. Stout a l'air confus tandis que Pharma lui dit qu'il ne veut faire de mal à personne et qu'il souhaite juste gérer sa pharmacie en paix. Il recule et utilise sa vision pour repérer la fracture ouverte à la jambe de Sal et essaie de trouver la meilleure façon d'arrêter le saignement. Il pense à amputer la jambe mais l'endroit devient lumineux, ce qui signifie qu'il mourra s'il subit l'amputation. Il se rend compte qu'il devra effectuer une opération pour sauver sa vie, mais le problème, c'est qu'ils sont si loin de la ville qu'il pourrait être trop tard pour lui. Il sait qu'il est pharmacien et qu'il ne pratique pas vraiment d'opération, mais si une assistance médicale immédiate n'est pas apportée à Sal, il ne survivra pas. Il se retourne immédiatement et utilise sa magie terrestre pour créer une table magique avant de demander à ses complices de poser Sal dessus et leur dit aussi d'appeler une calèche. Sal est choqué de voir Dieu lui-même prêt à le soigner. Mais Pharma lui dit de ne pas s'en inquiéter. Au moment où il arrive, il met Sal à l'intérieur d'une tente et y entre enfin en lui expliquant qu'il devra lui administrer des antibiotiques avant de fournir une anesthésie pour la douleur, puis il nettoiera la blessure avant de couper les tissus endommagés et enfin de le recoudre. Il enfile son équipement chirurgical avant de prendre une seringue et d'administrer l'anesthésie dans sa colonne vertébrale. Ensuite, il crée un bloc de glace et demande malicieusement à Sal s'il peut le sentir. Sal répond qu'il ne peut rien ressentir, ce qui soulage Pharma, qui attrape immédiatement son scalpel et se met au travail. Après quelques heures, il sort de la tente où les acolytes de Sal attendent avec impatience des nouvelles. Pharma leur annonce la bonne nouvelle que l'opération a réussi et que leur commandant vivra pour voir un autre jour. Ils s'inclinent tous avec admiration, car ils ne peuvent pas croire que non seulement Pharma ne les a pas punis, mais il leur a plutôt porté secours. Pharma leur dit de se détendre un peu avant de leur ordonner de garder cet incident secret car il ne veut pas que ses pouvoirs soient révélés au grand public. Plusieurs mois plus tard, Sal lui-même visite la pharmacie de Pharma, ce qui choque Hélène et Lo car il est le principal évêque et enquêteur du temple, mais il leur dit qu'il doit sa vie à Pharma et leur offre une boîte de chocolat.
Il remercie à nouveau Pharma en disant qu'il peut seulement marcher grâce à lui et qu'il sera toujours un serviteur fidèle. Il affirme qu'il a complètement effacé les dossiers concernant un garçon suspect qui a pas d'ombre, donc il ne devrait pas avoir à s'inquiéter de problèmes supplémentaires de ce côté-là non plus. Pharma le remercie pour son aide et regarde dehors pour voir son entourage portant un tas de cadeaux pour lui qu'il trouve un peu trop excessif. Sal demande à Pharma de parler en privé et lui montre une boîte contenant une baguette spéciale qui serait la baguette originale du dieu de la médecine. Elle était conservée dans le trésor du temple avec la statue du dieu, mais Sal croyait que la baguette devait être avec son maître légitime, alors il l'a apportée ici. Il prétend que cette baguette peut utiliser tous les attributs tout en étant prête pour le combat, les diagnostics et la guérison aussi. Pharma est ébloui tandis qu'Hélène salive à la vue d'une baguette si grande et épaisse qui peut la satisfaire. Pharma semble hésitant à manipuler un trésor national, car il a peur qu'il se casse ou qu'il soit volé. Sal lui dit de simplement prendre la baguette et quand il le fait, la baguette commence à briller brillamment et Sal et Hélène affirment que la baguette a reconnu Pharma comme son véritable propriétaire. Hélène salive de tous les trous de son corps et demande si elle peut tenir sa grande baguette épaisse aussi, et Pharma accepte, seulement pour découvrir que la baguette glisse simplement entre ses doigts et tombe au sol. Il se tourne vers Sal qui affirme que cette baguette appartient à un dieu, donc aucun humain ne peut la toucher ou l'utiliser à part son propriétaire légitime. Pharma la ramasse à nouveau et essaie de s'asseoir dessus selon les instructions de Sal et, à sa surprise, elle commence à flotter dans les airs à ses côtés. Finalement, Sal part avec ses hommes et dit à Pharma que le temple ne lui causera plus de problème, mais lui conseille de rester vigilant car le temple n'a pas attaqué sa pharmacie avec ce chariot la dernière fois, ce qui signifie que quelqu'un d'autre est aussi à sa poursuite. Pharma répond honnêtement qu'il n'a aucune idée de qui cela pourrait être mais aimerait le découvrir bientôt et, avant de partir, Sal lui fait un dernier cadeau qui ressemble à un médaillon et lui dit que cela supprimera son pouvoir divin et, à sa surprise, Pharma regarde en bas et voit son propre ombre visible sur le sol, ce qui le rend immensément heureux car il se sent enfin comme un humain. Plus tard dans la journée, il passe du temps avec sa sœur Hello et les emmène au marché pour acheter des fruits, mais il semble fatigué après avoir tant travaillé car la clientèle a explosé et il a besoin de plus d'employés. Il pense aux personnes qu'il peut embaucher en qui il a confiance quand il remarque une jeune femme qui essaie de trouver un médicament particulier dans une pharmacie qui ne l'a pas. Le propriétaire du magasin dit à la femme que même si les médicaments vendus par Pharma sont efficaces, la guilde ne les approuve pas, ce qui signifie que les pharmacies normales, vous n'avez pas les autorisations requises pour vendre ces médicaments. Plus tard ce soir-là, Pharma revient à la boutique et raconte à Eileen ses projets de créer une toute nouvelle guilde. Elle vérifie les exigences minimales et affirme qu'ils peuvent légalement lancer la guilde s'ils le souhaitent, et elle croit qu'une fois la guilde prête, les boutiques les plus récentes rejoindront certainement pour profiter des nouveaux médicaments, ce qui réduira aussi efficacement leur charge de travail. Il est rapidement décidé que la guilde sera créée, et Pharma dit à Cédric de se préparer avec les papiers. Le lendemain matin, en se rendant à sa pharmacie, il finit par trouver un homme en haillons, portant sa fille sur le dos, frappant aux portes d'un médecin local. Pharma lui dit que le médecin est hors de la ville pour quelques jours mais que s'il veut, Pharma peut examiner sa fille. L'homme regarde Pharma avec méfiance et aperçoit le badge du pharmacien royal sur son col, puis tente poliment de refuser car il n'aura pas assez d'argent, mais Pharma lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'occupera de tout. Tout cela avant d'envoyer l'eau en avant pour tout préparer. Il dit à l'homme de le suivre et il passe devant la porte principale jusqu'à sa pharmacie, qui est complètement remplie de gens jusqu'à la porte arrière. Ils entrent dans une pièce propre et il dit à l'homme de poser sa fille sur le brancard pendant qu'il met un masque et en donne un à l'homme qui semble confus quant à son utilisation. Pharma lui assure que c'est sans danger et lui dit que c'est là pour arrêter la propagation de l'infection, et l'homme réalise qu'ils viennent de la porte arrière pour que la maladie de sa sœur ne se propage pas. Pharma s'assoit à la table et commence à poser des questions sur la fille et l'homme lui dit que le nom de sa fille est Marie et qu'elle a 7 ans. Ensuite, Pharma demande quand elle est tombée malade et l'homme affirme qu'elle a mangé pour la dernière fois hier après-midi et depuis, elle est malade. Pharma lui dit que la fille semble être déshydratée et est à peine consciente pour le moment, ce qui signifie que la fièvre est élevée. Il demande alors à l'homme s'il connaît le poids de Marie, mais il ne le sait pas, alors Pharma le fait se tenir sur une balance en tenant Marie. Il note le poids pendant que l'homme le regarde avec confusion, alors Pharma lui dit qu'il va maintenant le peser séparément, ce qui lui donnera le poids de Marie seul, afin qu'il puisse déterminer la dose correcte. Plus tard, Pharma vérifie d'autres signes physiques sur son corps et dans sa bouche avant d'utiliser son œil magique spécial pour détecter d'éventuels problèmes, ce que l'homme remarquait. Il demande immédiatement si c'est la magie divine ou l'art magique, auquel Pharma répond que oui. Après l'examen complet, il se tourne vers le père et l'informe que Marie
a un cas sévère de rhume, ce qui choque totalement l'homme, car il s'attendait à quelque chose de bien plus grave. Il demande à Pharma s'il est sûr que ce n'est pas à cause d'une possession par des esprits, mais Pharma secoue la tête. L'homme dit qu'il ne connaît aucun rhume qui provoque une fièvre aussi élevée et même des convulsions, mais Pharma répond que c'est un cas particulier de rhume appelé grippe. L'homme n'en a aucune idée, mais Pharma lui explique que cela arrive à cause d'une virus avant de le rassurer en lui disant que tout ira bien. Il se lève, sort une pochette et dit à l'homme de faire inhaler la poudre à sa fille 2 fois par jour. L'homme, effrayé, lui demande ce qu'est la poudre, et Pharma répond. Il dit ensuite à la fille qu'il lui apprendra bientôt comment l'inhaler, puis il dit à son père que la fièvre est due aux globules blancs dans le corps de Marie qui combattent le virus. Et c'est en fait une bonne chose, car ce virus meurt à haute température. Il pose ensuite Marie sur le lit et dit à son père de ne pas s'inquiéter car elle va guérir assez vite, puis quitte la pièce en promettant de venir la voir plus tard. Plus tard dans la nuit, Pharma libère la fille car elle est assez forte pour rentrer chez elle, et donne à son père des médicaments avant de lui dire que même si la boutique est fermée, il ne doit pas avoir peur d'approcher les gardes pour leur expliquer son problème. L'homme est surpris et demande s'il est prêt à la voir aussi la nuit au cas où quelque chose arriverait, et Pharma répond que oui, car ainsi il peut aider plus de gens. L'homme en vient alors au point principal et demande combien il doit à Pharma et promet qu'il fera en sorte de le payer lentement même avec des intérêts. Même s'il n'a pas beaucoup d'argent immédiatement. Pharma lui dit de ne s'inquiéter de rien car le tarif est équivalent à un morceau de pain, ce qui choque l'homme, mais Pharma affirme qu'ainsi, les pauvres n'hésiteraient pas à faire examiner leurs enfants même pour des problèmes mineurs. Il s'avère que l'homme s'appelle Pierre et qu'il est lui-même pharmacien, mais il n'avait pas le médicament requis ni les connaissances pour soigner une maladie qu'il ne connaissait pas. Il s'assoit et essaie d'apprendre autant qu'il peut pendant que sa femme lui dit qu'il a aidé suffisamment de gens et qu'il devrait s'inquiéter. L'homme se tourne vers elle avec des larmes aux yeux et affirme que si elle ou leur fille tombait malade, il ne pourrait pas les sauver car il ne possède pas autant de connaissances que Pharma et, en plus, il n'a pas de magie. Sa femme lui dit de ne jamais parler du traitement de leur fille à personne, car cela entraînerait son expulsion du guilde médical et sa boutique serait effectivement fermée, mais Pierre lui dit que lui fera un choix qu'il pense nécessaire. Le lendemain, Pierre et tous les autres membres de la guilde sont convoqués pour une autre réunion où le chef de la guilde, en surpoids, parle de combien il souffre à cause de la pharmacie du monde parallèle et prétend que sa femme a acheté des cosmétiques chez eux sans le savoir, alors il les brise tous en morceaux. Tout le monde se plaint également de la baisse de leur vente quand. Enfin, c'est le tour de Pierre de parler et il se lève pour dire franchement à tout le monde qu'ils ne pourront jamais rivaliser avec Pharma, car il les surpasse en termes de la connaissance et le soin qu'il montre pour chaque personne, peu importe leur statut social. Il leur parle de sa fille et de son traitement, ce qui choque tout le monde et il commence à l'appeler traître. Fatih lui dit que s'ils ne trouvent pas un moyen de détruire le statut social de Pharma, rapidement, ils devront fermer leur boutique et il ne laissera pas cela arriver. Pierre rétorque en disant qu'ils doivent apprendre de lui et ensuite utiliser des méthodes et des médicaments similaires dans leur propre pratique car ils se contentent de des herbes dont ils ne savent même pas si elles fonctionnent ou pas, tandis que les autres hommes prétendent que leurs ancêtres utilisaient aussi ces herbes, alors ça doit fonctionner. Les hommes sont furieux et ils le chassent du Gilda, et quand arrive la soirée, son magasin entier est détruit et sa licence lui est arrachée. Il s'assoit sur les marches en pleurant, quand Pharma passe par là, et réalise que Pierre est aussi pharmacien. Pierre lui raconte tout ce qui s'est passé et affirme qu'il est maintenant complètement détruit, il devra déménager dans un nouveau pays, et repartir de zéro avec une nouvelle guilde. Pharma le regarde avec admiration et lui tend la main en disant qu'il crée une guilde à lui et vient juste d'obtenir les permissions de Sa Majesté avant de demander à Pierre d'être son premier membre. Pierre ne peut retenir ses larmes et serre sa main. À jamais redevable à Pharma pour lui avoir sauvé la vie. Un certain temps passe et Pierre reconstruit complètement sa boutique et se prépare pour l'inauguration. Il semble être nerveux mais sa fille lui donne de la force et il ouvre la porte pour voir des centaines de clients déjà en attente. Quelques mois ont passé quand un jour, à table pour le petit déjeuner, son père reçoit une lettre de son frère aîné Pal qui est censé rentrer à la maison pour les vacances. Son père informe tout le monde que Pal ne rentrera pas avant un certain temps à cause de certains problèmes et appelle Pharma dans son bureau. Après avoir fermé les portes, il dit à Pharma qu'il y a eu un développement problématique près de son collège. Il explique qu'une nouvelle maladie a éclaté et devient une épidémie, car elle a déjà décimé une partie importante de la population là-bas. Pharma est choqué par le nombre de morts, alors que son père explique que les chercheurs du collège de Pal ont tenté d'isoler des échantillons et de faire des recherches dessus, mais 2 chercheurs sont morts en une semaine à cause de nécrose après avoir été en contact, ce qui signifie que c'est très contagieux. Pharma demande s'ils peuvent obtenir un échantillon pour pouvoir aussi le vérifier, mais son père affirme que tous les restes de tout échantillon ou corps mort
Le corps de cette maladie a été brûlé par des flammes sacrées. De plus, l'île où la maladie a éclaté a été mise en quarantaine et le laboratoire a été fermé et complètement interdit. Pharma est choqué d'entendre parler de nécrose et demande s'il y a d'autres informations qu'il possède, et son père révèle qu'avant de tout brûler, certains étudiants ont utilisé le microscope conçu par Pharma et ont fait des croquis du pathogène. Pharma dit immédiatement à son père de demander à Pal les croquis. Et le lendemain, il descend à sa boutique, extrêmement inquiet. Hélène le remarque et demande s'il va bien. Mais il répond qu'il y a un gros problème. Il lui explique la maladie qui se propage et lui dit que dans 2 semaines, une grande foire aura lieu dans la capitale et que la cargaison vient de la région déjà infectée. Avant qu'il ne puisse en discuter davantage, Lo arrive avec un petit parchemin prétendant qu'il vient de Pal, et Pharma l'ouvre immédiatement et réalise qu'il s'agit de la peste, une des maladies les plus difficiles à guérir qui existait sur Terre. Plus tard dans la journée, il retrouve son père et lui dit que la maladie contre laquelle il lutte s'appelle la peste noire ou la peste bubonique. Son père lui explique que le dernier épisode d'une telle maladie remonte à 210 ans dans ce monde, et qu'elle a considérablement réduit la population, tandis que Pharma se souvient que la peste a aussi frappé la Terre au XVIe siècle, tuant près de la moitié de la population mondiale, car elle est très contagieuse, se transmettant par les puces présentes sur les rats, et le taux de mortalité est également extrêmement élevé. Son père affirme qu'ils doivent intercepter la cargaison, et Pharma révèle qu'il a déjà envoyé des instructions pour la préparation des zones de quarantaine. Pharma affirme qu'il a déjà trouvé un moyen de créer un médicament mais que lui seul peut le fabriquer car cela nécessite des arts divins. Son père leur dit que la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant est d'impliquer la reine. Pour obtenir plus d'aide, alors ils partent pour le palais. Après avoir rencontré la reine et tout expliqué, elle saisit rapidement la situation et affirme qu'elle fermera les portes de la ville et réduira le commerce, tout en lui accordant la permission de créer des postes d'inspection pour les marchandises. Quelques jours plus tard, les postes d'inspection sont installés et Pharma retrouve Pierre, et lui remet un microscope composé nouvellement conçu, qui surpasse le simple modèle qu'il avait créé auparavant. Il le met en garde au sujet de la maladie et lui donne des stocks de médicaments avant de quitter la tente. Le lendemain matin, Pharma et Hélène quittent la ville afin d'analyser l'ampleur de ce problème et tandis que Pharma a peur d'affronter l'une des maladies les plus terrifiantes qui existent, Hélène le rassure en lui disant qu'il ira bien. Il retourne dans la ville d'Adam, près de la plage, où il a effacé l'océan, et il retrouve les 2 subordonnés qu'ils avaient envoyés auparavant. Les subordonnés lui disent que la ville semble être en bon état pour le moment et que des stations d'inspection ont été installées partout pour qu'aucun individu infecté ne puisse rester inconnu. Pharma les remercie pour leur coopération, puis il monte dans une petite barque pour se diriger vers la flotte de navires transportant la cargaison de l'île infectée. Les navires ne sont pas autorisés à accoster depuis plusieurs jours, et les capitaines ainsi que les membres d'équipage doivent être assez en colère à ce sujet. Pharma entre dans le premier navire où le capitaine demande combien de temps cela prendra pour qu'il puisse enfin accoster, mais Pharma les supplie de coopérer pendant qu'il trouve le médecin du navire et lui demande les documents requis et les certificats de santé. Après s'être assuré que les documents sont en règle, il descend enfin sous le pont et commence à inspecter chaque membre d'équipage pour tout signe de la peste, puis procède à vérifier la cargaison à bord. Finalement, il en arrive à la conclusion que le navire n'est pas contaminé, et lui donne le feu vert pour accoster. Après cela, il remonte à bord du bateau pour se diriger vers le prochain navire lorsque le capitaine d'un autre navire commence à leur lancer des tomates. Il semble être furieux de devoir attendre sur le bateau pendant tant de jours pendant qu'un autre capitaine commence à se disputer avec lui sur le fait qu'il doit être inspecté en premier, car il a une cargaison qui peut se gâter. Ils se disputent tous les deux pendant que Pharma ne sait pas quoi faire quand soudain un coup de canon retentit, effrayant chacun d'eux. Mais quand Pharma se retourne, il aperçoit une flotte de navires royaux venant de la capitale, commandée par Jean, le vieil homme, qui se fait tirer dessus pour une raison inconnue. Il crie aux autres navires de garder le décorum s'ils ne veulent pas finir comme le Titanic, et ils se rangent tous, effrayés, à suivre les ordres. Pharma monte à bord du navire de Jean et le rencontre, le remerciant pour son aide avant de lui dire de rester ici et de garder un œil sur les navires pour que personne n'essaie de s'amarrer illégalement. Après cela, il retourne au tente d'inspection et parle avec les autres volontaires là-bas, et ils affirment tous qu'à ce jour, il n'y a eu aucun cas de personne infectée ici, ce qui leur donne une certaine confiance. Mais cette confiance est de courte durée, car Adam, le maire par intérim de la région, arrive dans le camp, avec une capuche, et affirme qu'un village près du bord de sa région a récemment signalé des décès, qui semblent avoir été causés après que des marins se soient amarrés illégalement et aient tenté de déplacer leurs marchandises hier. Pharma est pâle de peur en réalisant que cela doit être la peste et que si on le laisse seul, cela peut devenir un très gros problème. Selon Adam, cela a commencé par une fièvre d'abord, mais ensuite la première personne est morte. Après cela, la maladie a explosé en nombre, emportant la vie de plusieurs personnes.
Pharma commence immédiatement à sortir tandis qu'Hélène lui conseille de ne pas y aller seule. Elle lui dit qu'il est celui qui inspecte les autres navires, mais Pharma répond qu'Hélène peut aussi vérifier les navires car il doit résoudre le problème dans le village en priorité avant que quelque chose de grave ne se produise. Il est sur sa baguette magique et Harry Potter est parti, et pendant qu'il est en l'air, il perd l'équilibre et manque de s'écraser contre un arbre, mais à sa grande surprise, la baguette le traverse simplement, sans causer de dégâts. Il descend enfin près du village, pour découvrir qu'il est en chaos, car tout le monde prévoyait de quitter la région parce qu'ils croient que leur village est possédé par des esprits. Il leur dit de revenir immédiatement et de ne pas quitter le village, mais les villageois se méfient et prennent les armes contre lui, l'obligeant à montrer sa magie comme. Il couvre tout le village d'un igloo. Il montre aux villageois son insigne et prétend qu'il peut guérir la maladie mais pour cela, ils doivent retourner à l'intérieur. Ils semblent tous retrouver espoir en voyant que leur pharmacien royal est là et commence à obéir. Il établit son quartier général temporaire dans une vieille maison et réunit les chefs du village avant de leur montrer le plan. Il veut diviser le village en 3 zones, une pour les personnes avec des symptômes graves, infection, un pour infection légère et un pour les personnes non infectées. Il les rassure en leur disant que les personnes les plus infectées seront traitées en priorité et que de cette façon, ils empêcheront aussi la propagation. Ils acceptent tous de coopérer avec lui et l'opération commence. Le lendemain, Pharma commence son travail et visite un des hôpitaux temporaires, où plusieurs patients ont été allongés. Il les examine rapidement tous pour détecter des signes de maladie et découvre que certains sont infectés, d'autres sont morts. Alors que certains ne montrent que les premiers signes, il dit rapidement aux autres volontaires de commencer à administrer le médicament qu'il a apporté, tandis qu'il se rend personnellement auprès des personnes les plus infectées et commence à utiliser sa magie divine pour renforcer l'effet de son médicament, ce qui permet aux patients de guérir en un rien de temps. De retour dans la capitale royale, son père reçoit sa lettre décrivant une méthode pour créer un vaccin contre cette maladie et il convoque l'un des professeurs les plus anciens, nommé Casper, qui est spécialisé dans les vaccins mais n'a jamais eu l'occasion de se distinguer. Cette fois, son père lui montre la lettre envoyée par Pharma et lui demande de trouver un moyen de créer un vaccin comme celui-ci. À sa grande surprise, la vieille femme jette un coup d'œil à la lettre et affirme qu'elle a déjà réussi à créer quelque chose de similaire il y a 3 ans. Son père la suit immédiatement jusqu'à son laboratoire, profondément choqué en voyant que le vaccin est déjà présent dans plusieurs flacons. Il appelle immédiatement toutes les personnes concernées pour leur dire de maximiser la production de ce vaccin et d'arrêter toute autre recherche en cours. Au moment où Meg tombe, Pharma sort du village pour rencontrer les chefs du village et informe qu'il a essayé de soigner autant de personnes infectées que possible et que la plupart d'entre elles sont sur la voie d'une guérison saine mais il y a aussi eu beaucoup de personnes qu'il n'a pas pu sauver. Il affirme qu'ils ont évité le pire scénario mais qu'ils ne peuvent pas encore se détendre. Il dit au chef de s'assurer que personne ne quitte le village pendant au moins 2 semaines. Et s'il voit un rongeur ou une puce, de les tuer immédiatement. Immédiatement, peu importe ce que disent les activistes. Il quitte immédiatement la zone sur sa baguette magique et vole complètement fatigué quand il aperçoit une fumée s'élevant du bord de la forêt. Il descend rapidement pour trouver ses bénévoles entourant un groupe de marins attachés pendant qu'ils brûlent toute la cargaison. Ils leur disent que ce sont les marins qui ont débarqué illégalement sur la terre et parce que ils sont devenus trop malades, leur capitaine les a laissés ici. Les marins semblent avoir peur pour leur vie mais Pharma promet que s'ils révèlent des informations, il les soignera. Les marins lui disent immédiatement qu'ils transportaient un tas de marchandises, mais une marchandise en particulier contenait des écureuils volants blancs d'une île, transportés par des chevaliers sacrés eux-mêmes. Pharma réalise immédiatement que tout cela n'est qu'un plan pour tuer la reine. Il comprend maintenant que même la maladie qu'elle a eue plus tôt a été intentionnellement déposée sur elle pour lui ôter la vie, mais quand Pharma l'a soignée, la personne s'est fâchée et a décidé d'utiliser la maladie la plus mortelle connue, cette planète pour tuer tout le monde, y compris la reine. Le lendemain, à l'intérieur de la capitale royale, les portes sont forcées par un groupe de chevaliers en armure qui commence à semer le chaos et pendant ce temps, l'un des chevaliers libère une bande d'écureuils dans la ville. La nouvelle parvient rapidement à la reine, ce qui la trouble car elle pense qu'ils sont attaqués par un royaume ennemi mais l'éclaireur répond qu'il n'y a que 5 chevaliers. Soudain, le père de Pharma comprend ce qui se passe et fait part de ses soupçons à la reine, à propos de la maladie créée par un homme qu'il connaissait. Selon lui, il avait un camarade de classe nommé Cal qui était tout aussi brillant que lui, mais il avait beaucoup de différences de principe par rapport à lui. Une nuit, il se promenait dans le donjon et a vu son camarade de classe réaliser des expériences humaines et il a réalisé que Cal n'avait aucune humanité. Il a immédiatement informé les supérieurs qui ont fait expulser Cal et il a ensuite été écarté de la communauté médicale par les enquêteurs du temple. Il dit à la reine qu'avant d'être expulsé, il recherchait un type spécial du poison qui peut passer d'une personne à une autre. Ce qui, en d'autres termes, signifie simplement qu'il essayait de créer un virus épidémique, capable de prendre la vie des gens sans même aucune altercation physique.
De retour en ville, la bagarre fait rage alors que les chevaliers répandent les écureuils partout en combattant contre les forces royales. Les forces royales ne font pas le poids face aux chevaliers saints et sont écrasés. Lorsque soudain Sal apparaît avec sa bandée, arrête immédiatement les chevaliers dans leur élan. Pendant ce temps, Pharma arrive enfin à l'intérieur de la ville et se tient sur le clocher, pour découvrir que l'infection a déjà commencé à se propager. Il remarque soudainement quelques petits points et s'aperçoit que l'écureuil volant est toujours en mouvement, répandant la maladie partout. Il aperçoit soudain son père et descend pour le rejoindre, après quoi ils marchent tous les deux vers la porte principale où Salah appréhendait les chevaliers blessés et malades. Il les interroge sur leurs intentions et les chevaliers affirment qu'ils étaient forcés de le faire parce qu'une personne folle a pris le contrôle de leur île et a menacé de tuer toute sa population si les chevaliers ne suivaient pas ses ordres. Le père de Pharma demande si la personne s'appelle Cal et ils acceptent immédiatement mais avant qu'ils ne puissent révéler quoi que ce soit d'autre, ils succombent à la maladie et meurent sur le champ. Le père de Pharma ordonne de les brûler et pendant qu'ils sont pris en charge, Pharma ressent une sensation étrange et se retourne pour apercevoir un homme au sommet d'un bâtiment qui a l'air très sombre et ombragé. Pharma dit immédiatement à son père qu'il retourne à la pharmacie car il a une sensation de malaise et pendant ce temps l'eau entre dans la pharmacie avec Cédric pour prendre des médicaments. Il monte au premier étage où soudain l'eau se retourne pour voir qu'un homme masqué a poignardé Cédric dans le dos. D'autre part, Pharma et son père arrivent tous les deux à la pharmacie et ils remarquent que la silhouette sombre est à l'intérieur du bâtiment. Il se précipite immédiatement à l'intérieur seulement pour trouver à la fois l'eau et Cédric, saignant dans un coin tandis que la figure sombre se tient à côté d'eux. Le père de Pharma attaque immédiatement Cal qui bloque les attaques avant de se retourner pour montrer son visage de monstre. Pharma se précipite immédiatement vers ses amis et réalise que ce n'est pas juste une blessure par coup de couteau ordinaire, car le sang a été empoisonné. Pendant que son père se bat contre Cal, Pharma essaie de comprendre le poison et essaie de l'éliminer, seulement pour réaliser qu'il y a plusieurs poisons dans leur corps et se met à les soigner un par un. De l'autre côté, son père est dominé par son ancien ami qui le frappe loin, avant de se diriger vers Pharma et ses amis. Il essaie de créer un autre poison mortel, mais Pharma supprime le composé avant de le frapper au visage avec une magie renforcée. Il tombe du bâtiment et Pharma frappe Cal avec sa baguette, le laissant immobile avant de le poignarder dans la poitrine, ce qui entraîne sa mort immédiate. Tout le monde se réjouit et, après un moment, ils parviennent à contrôler la propagation de la peste noire, et peu à peu, les choses reviennent à la normale, la reine déclarant que l'épidémie est terminée. Pharma retourne à son magasin et reprend sa vie habituelle, en attendant avec impatience les nouveaux défis à l'horizon. Regardez la prochaine vidéo à l'écran. À la prochaine.